l'histoire d'un petit voyou de quartier dans les années 40 qui va s'élever au rang de l'un des plus grands caïds au Québec, avec d'importants liens avec la French Connection. Son nom sera même relié au meurtre de JFK en 1963. Lucien Rivard, né en 1915 à Montréal, quartier Villeray, mène une vie de voyou parmi tant d'autres. Il fréquente l'école jusqu'à l'âge de 15 ans. Il est le 9e d'une famille de 12. En 1938, à 23 ans, il écope 1 an de prison pour effraction d'un grand magasin et recel. En 1943, un cambriolage lui vaut 3 ans de prison. Les années 40 se résument à ça pour Lucien Rivard, un voyou qui fait 2 peines de prison, un voyou parmi tant d'autres. Au début des années 50, la mafia à Montréal est dominée par le clan de Frank Cotroni, composé en majorité de Calabrais et de quelques Siciliens. Ce clan est soutenu par la famille Bonanno de New York. Ce sont des années de grande prospérité pour la mafia qui sévit dans le Red Light de Montréal. Lucien Rivard, lui, se tient loin de la prison et commence à se déployer lentement, mais sûrement. Il a un rôle officiel de chef des poucheurs et il fait aussi dans la fausse monnaie. Discrètement, il commence à se faire une réputation. C'est un homme toujours tiré à 4 épingles. On le voit fréquenter les cabarets. Il a la réputation d'un homme très poli, très aimable. Le vrai trait de personnalité de Rivard est là. Il est gentil, courtois, très chic, et cette réputation va l'accompagner toute sa vie, en recevant même la sympathie du public. Rivard est à l'époque chef d'un petit groupe solide, composé de Bob Tremblay, qui approvisionne les toxicos de la ville. Il est lié aussi à Bill Lamy et Blackie Bisson, 2 autres importants revendeurs. À cette époque, le gang de Rivard est distinct et indépendant des Cotroni, mais évidemment, ça ne fera qu'un temps. Bob Tremblay va sortir du décor en 1955. Il écope de 20 ans de prison pour trafic de drogue. C'est un coup dur pour Rivard, car Tremblay était le contact privilégié pour l'acheminement d'héroïne venue de France. Progressivement, Rivard étend ses relations de Montréal à Mexico en passant par New York jusqu'à Vancouver. Grâce à Bob Tremblay, qui est maintenant en prison, Rivard va récupérer ses contacts privilégiés avec ce qu'on appellera plus tard la French Connection. Lucien Rivard devient un homme important dans le milieu. Du statut de passeur, il devient fournisseur et relayeur de premier niveau. Ses liens solides avec les Français firent de lui l'un des rares Québécois à posséder ce statut. Il a été impliqué à cette époque dans des transactions de plus de 1000 kilos d'héroïne. On évalue qu'1 kilo d'héroïne à cette époque pouvait avoir une valeur marchande d'1 million de dollars. Rivard transigeait à l'époque des sommes qui valaient une fortune. Rivard avait même des liens directement avec la mafia américaine, tout en continuant ses liens avec la mafia française. La Gendarmerie royale du Canada surveille Rivard, qui n'est jamais impliqué directement dans une transaction. On ne parvient pas à l'épingler. Des fouilles successives dans les résidences de Rivard se soldaient toujours par un échec. Rivard était très décontracté, souriant. Il offrait même le café aux agents de la brigade des stupéfiants. Rivard était de commerce agréable, peu importe les circonstances.
Donc, on constate que Rivard cultive ses liens avec tout le monde et il vit des années florissantes. De plus, Rivard est un homme qui parle anglais, français, espagnol et italien. Il a de l'entre-gens et du magnétisme et c'est un homme très intelligent. En 1956, les Cotroni commencent à trouver que Rivard leur marche sur les pieds et la bonne entente est terminée. Il ne faut pas oublier que dans ce temps-là, même Frank Cotroni profitait du chalet d'été de Rivard. Mais comme on le sait avec la mafia, les choses peuvent changer rapidement. Les affaires sont les affaires. D'un côté, nous avons des négociations avec le clan Cotroni soutenu par la famille Bonanno de New York, face à Rivard et le clan corse et marseillais. Rivard, fin calculateur, va préférer éviter l'affrontement et avec la bénédiction des Cotroni et de la French Connection, il va s'envoler pour Cuba, où encore une fois, il va vivre richement avec des années prospères et surtout des années pleines de rebondissements. « 1956, Rivard s'installe à La Havane, qui a la réputation d'être un bordel à ciel ouvert. On dit que toutes les familles ont une fille dans la rue, car si les étrangers et les Américains font la fête, les Cubains, eux, vivent dans une grande pauvreté. Rivard, lui, est une personnalité importante, alors qu'il est inconnu au Québec. Il a des intérêts dans plusieurs commerces, l'hôtellerie et les boîtes de nuit, les machines à sous, la drogue et surtout le trafic d'armes qui est sa plus grande activité. Beaucoup de Québécois et de Français sont avec lui pour l'appuyer. Cuba est dirigé à l'époque par Fulgencio Batista, un dictateur à la solde des États-Unis, donc terrain très fertile pour le commerce de Rivard. Rivard fait tellement d'argent qu'il a les moyens de donner 20 000 $ à chaque semaine à Batista. C'est une forte somme pour 1956. Ça équivaut aujourd'hui à 500 000 $. Rivard s'est installé à Cuba avec l'aide de ses amis corses et les trafiquants français. Les Français l'apprécient car il parle la même langue. Mais un heureux hasard va donner plus de pouvoir à Rivard. Le gouvernement français va faire une pression énorme pour l'extradition de 3 personnages importants. Jean-Baptiste Gross, Ansan Bistoni et Paul Mondolini. Finalement, Cuba va répondre affirmativement à la justice française. Après cette extradition, Rivard va devenir l'unique propriétaire des boîtes de nuit Ève, le Cupidon, le Pigalle, ainsi que du casino de luxe, le Sans Souci Club. Et son trafic d'armes va s'accroître à grande échelle. À cette époque, il avait mainmise sur tous les réseaux d'armes au Canada. À certains moments, le marché canadien était épuisé en armes. On ne trouvait plus un fusil. Lucien Rivard avait tout acheté. Rivard continue d'importants liens avec la mafia américaine. Il est même témoin au mariage de Salvatore Giglio, qui est un ami du puissant mafiosi new-yorkais Carmine Galante. Il continue de voyager de façon frénétique. La Havane, Miami, Paris, Marseille, New York, Montréal, c'est un feu roulant. Ses amis Bill Lamy et Jerry Turenne sont avec lui à Cuba,
en permanence, comme garde du corps. On dit même qu'à l'époque, qu'il fournit directement des armes au révolutionnaire Fidel Castro. Rivard se dit qu'il est mieux de protéger ses arrières. Pour faire comprendre l'importance du personnage, il a même des relations avec la CIA ou le KGB. Et pourtant, cet homme-là est inconnu du grand public au Québec. Mais ce n'est que partie remise. Un jour, son nom retentira au Québec. La révolution cubaine va complètement bouleverser les affaires de Rivard à La Havane. Début janvier 1959, Fidel Castro prend le pouvoir et 2 mois plus tard, il va purger l'île de tous les intérêts étrangers. Rivard, même s'il a aidé la révolution, est considéré comme un traître à la nation et on l'emprisonne avec ses amis Lamy et Turenne. Il est même menacé d'exécution. Rivard passe quelques semaines en prison. L'avocat Raymond Daoust, un important avocat de l'époque, plaide sa cause et, selon les rumeurs, dispose d'une importante somme d'argent. Et Rivard sera libéré, ainsi que ses 2 amis. En plus d'une forte somme d'argent, Rivard aurait donné une importante quantité d'armes aux révolutionnaires. Ce sont 2 facteurs importants pour sa libération. Et finalement, grosse surprise qui va étonner tout le monde. Jack Ruby, qui connaît très bien Rivard, car il se fréquentait à La Havane. Ruby aurait joué un rôle dans la libération de Rivard. Un rôle financier? L'histoire ne le dira pas. Mais Ruby est influent à Cuba. Mais qui est Jack Ruby? Ruby est le tueur de Lee Harvey Oswald, présumé tueur de JFK. Rivard est-il lié au meurtre de JFK? La question peut se poser. Par la suite, le ministère des Affaires extérieures du Canada aurait fait lui aussi pression sur les révolutionnaires pour la libération de Rivard. Le 19 juin 1959, un décret ministériel ordonne son expulsion de Cuba pour trafic de drogue. Le 24 juin 1959, Rivard n'est pas inquiété par les autorités. Il rentre au Québec. Les circonstances de la libération de Lucien Rivard à Cuba sont rocambolesques, presque une légende urbaine. Mais sa puissance dans le trafic d'armes est irréfutable à l'époque. Rivard disposait aussi d'une immense ressource financière et sa relation avec Jack Ruby est prouvée. Par contre, lors de son retour au Québec, selon la gendarmerie, Rivard n'a pas plus que 175 000 $ à sa disposition. L'aventure cubaine l'a complètement lessivé. Rivard prendra quelques vacances discrètes et, fidèle à lui-même, il renaîtra de ses cendres. Au début des années 60, Rivard est de retour. Les premiers mois, il semble inactif, mais ça serait mal le connaître. Juillet 61, il est maintenant le propriétaire du domaine Idéal à l'île Jésus, sorte de cabaret, centre de villégiature en banlieue de la grande ville. Il va s'affairer à faire lui-même bon nombre de rénovations.
Jerry Turenne est toujours à ses côtés. Très vite, le domaine idéal va devenir très populaire. Des artistes renommés vont s'y produire. L'orchestre de Tommy Dorsey, Louis Armstrong et toutes les grandes vedettes locales de l'époque. Rivard a repris sans être trop inquiété par la mafia l'importation d'héroïne au Canada grâce à ses relations avec la French Connection qui était très puissante à l'époque et l'aide de Paul Mondolini qu'il fréquentait à Cuba. Rivard est surveillé par la GRC, mais quand Rivard les voit, il va continuer à leur parler avec cordialité, toujours en souriant. Le clan Cotroni recommence à l'intimider et voudrait ses contacts français. Mais cette fois-ci, Rivard va résister et il va s'entourer de plusieurs gardes du corps. Donc, tout va pour le mieux pour Rivard. Les 2 premières années lui ont permis de remettre ses affaires sur les rails. Le domaine idéal roule sur l'or et surtout, Rivard n'est pas connu du grand public. Il passe pour un homme d'affaires très courtois qui accueille les gens. Personne ne peut se douter de ses véritables activités. De plus, il s'est marié avec sa jeune femme, Marie, qui a 29 ans. Rivard n'a que 46 ans. Tout semble aller dans le meilleur des mondes. En juin 1961, Rivard va rencontrer un dénommé Michel Caron, un homme qui n'a pas froid aux yeux, un homme qui gagnera la confiance de Rivard, mais aussi un homme qui sera le déclencheur de la descente aux enfers de Rivard. Rivard va confier à Caron des livraisons à travers les États-Unis, dans une voiture trafiquée. Les itinéraires sont préparés par Rivard lui-même. Caron amène femme et enfants pour encore plus de normalité. Caron est très bien payé et les choses suivent leur cours. Plusieurs changements de voiture ou des rencontres ont lieu au Laval Curb Service, qui devient presque le quartier général de Rivard. Depuis 2 ans, Caron fait ses trajets sans aucun problème. Mais le 10 octobre 1963, il est arrêté avec sa famille à la douane américaine, à la frontière du Mexique. Les douaniers ont fouillé la voiture avec acharnement, comme si ils étaient certains d'y trouver leur compte. Caron revenait du Mexique. Des Mexicains avaient caché la marchandise sous la banquette arrière de la voiture, au lieu de la banquette avant, selon les instructions de Rivard. La marchandise était par le fait même beaucoup plus facile à découvrir. On découvre 27 sacs de plastique sous la banquette arrière et 39 autres sacs cachés dans les portes. Au total, 34,5 kilos d'héroïne valant 35 millions à cette époque. Interrogé, Michel Caron va résister au début, mais rapidement, il va prendre peur pour sa femme et ses 4 enfants. On fait même venir 2 enquêteurs de la Gendarmerie du Canada. Après 3 jours, Caron va craquer et pendant 6 jours, il va raconter tout ce qu'il sait à propos de l'organisation de Lucien Rivard. À partir de là, on peut dire que le monde de Lucien Rivard va basculer de façon irrémédiable, même si Rivard va se débattre comme un diable dans l'eau bénite. Pour la première fois, son nom va sortir de l'anonymat au Canada tout entier. De plus, les autorités américaines
vont mettre à mal la French Connection. Le ministre de la Justice aux États-Unis est Robert Kennedy et il sera très actif. Il va s'occuper de mettre la femme et les 4 enfants de Caron sous haute protection. Il communique aussi régulièrement avec le Canada. Il a une équipe qui va travailler activement pour corroborer le témoignage de Caron. Des patrouilles, filatures, interrogatoires, écoutes, perquisitions. On met le paquet pour boucler cette enquête. Peut-être à son insu, Lucien Rivard a été impliqué dans le meurtre de John F. Kennedy. Le scénariste et auteur Maurice Phillips soutient cette thèse. Rivard a des liens connus avec toute la mafia américaine. Il a des liens avec le clan Corse et Paul Mondolini. Tous avaient intérêt à voir disparaître JFK. De plus, les relations de Rivard avec Jack Ruby, l'assassin de Lee Harvey Oswald, sont aussi très incriminantes pour Rivard. Il est connu que John F. Kennedy a reçu du financement de la mafia pour sa campagne électorale, mais une fois au pouvoir, Kennedy s'est détaché du milieu. De plus, son frère Robert, qui était à la justice, fait la vie dure au milieu, que ce soit à Dallas, à la Nouvelle-Orléans ou à Chicago. Pour la baie des Cochons, Kennedy est blâmé pour cet échec. Les puissants milieux d'affaires américains ne le digèrent pas, car on voulait se réinstaller dans l'île. On blâme Kennedy pour la crise des missiles, alors qu'il retira les missiles installés en Turquie et en Italie sous la menace des Russes. Alors, il faut se débarrasser de John F. Kennedy. Ce qui nous amène à la thèse suivante. Le milieu veut se débarrasser de John F. Kennedy. Et une partie du complot va consister à occuper la justice américaine loin de Dallas. Quoi de mieux qu'une importante saisie de drogue à la frontière américaine, à Laredo, au Texas. Donc, on va trahir Lucien Rivard en informant les autorités qui vont pouvoir faire une très grosse saisie qui va leur permettre de mettre à mal le réseau de la French Connection et celui de Lucien Rivard du Canada. La drogue n'a pas été dissimulée selon les instructions de Rivard. Tout indique qu'il a servi de pigeon dans ce vaste complot. Évidemment, pour adhérer à cette thèse, il faut accepter que John F. Kennedy a été victime d'un vaste complot et non pas d'un tireur isolé. Pendant ce temps, Lucien Rivard est très nerveux. Il voit tout ce qui se passe aux États-Unis et ce n'est rien pour le rassurer. Même si les mois passent, il sait très bien que tôt ou tard, la justice américaine lui demandera des comptes. Il choisit de rester discret, mais un événement va attirer l'attention sur lui. Le 7 mars 1964, la police de Chomédé procède à l'arrestation de Rivard et de 2 autres hommes, Gilles Brochu et Roger Beauchemin. Un homme du milieu, que nous appellerons ici M. Raymond, fait une plainte. Il dit que les 3 hommes l'ont sauvagement battu, lui et sa femme. Il pointe en priorité Lucien Rivard. Il a été dit que le dénommé Raymond avait mal parlé de Rivard en public et que ce dernier avait décidé de lui donner une bonne leçon. Incarcéré avec Brochu et Beauchemin,
les policiers de Chomédé procèdent à leur transfert pour les remettre aux mains de la police provinciale. Durant leur déplacement, 5 fiers à bras, qui sont à la solde de Raymond, se ruent sur les 3 hommes, pendant que les policiers les laissent faire. Une bataille sanglante va suivre. Rivard n'est pas un homme très grand, mais c'est quelqu'un doté d'une très grande force. Avec Brochu et Beauchemin, ils vont réussir à s'en sortir, mais Rivard sort très amoché avec d'importantes blessures. Le 13 mars 1964, le dénommé Raymond est officiellement convoqué pour une identification formelle de ses 3 assaillants. Il reconnaît sans peine Gilles Brochu et Roger Beauchemin, mais quand vient le tour de Rivard, il aura soudain un trou de mémoire. Donc, les relations de Rivard auront agi dans l'ombre et Rivard va s'en sortir. Mais pour cette fois, car Lucien a un bien plus gros problème qui l'attend. Robert Kennedy a terminé son enquête. Les témoignages de Michel Caron sont solides et ont tous été corroborés. Rivard est sous le coup d'une inculpation pour trafic international d'héroïne. À coup sûr, il va être arrêté. Mai 1964, Robert Kennedy demande officiellement son extradition pour être jugé aux États-Unis. Le 19 juin 1964, Lucien Rivard est officiellement arrêté. Pendant ce temps, la détention de Rivard est toute en douceur. Rivard a beaucoup d'argent et il a les moyens de soudoyer les gens, surtout les gardiens de prison qui gagnaient à cette époque des salaires de misère. Rivard se promène librement dans la prison, se fait livrer des petits plats de l'extérieur. Il regarde la télé quand bon lui semble. On dit que Rivard loge à l'hôpital des millionnaires et qu'il peut même recevoir des femmes. Avec son avocat Raymond Daoust, Rivard multiplie les démarches pour éviter l'extradition vers les États-Unis. Arrêté en juin 1964, les diverses procédures vont toutes échouer les unes après les autres. En dernier recours, Rivard va tenter de corrompre des fonctionnaires et des politiciens, ce qui le fera connaître non pas qu'au Québec, mais au Canada entier. Par la suite, l'organisation de Rivard va tenter de corrompre Maître Pierre Lamontagne, qui est en charge des dossiers d'extradition au ministère de la Justice. Le chef du cabinet du ministre Guy Favreau, ici je parle de Raymond Denis, est accusé en pleine chambre des communes d'avoir offert 20 000 $ à Lamontagne pour qu'il ne s'oppose pas à la libération de Rivard. Nous avons ici un cas très grave. Un chef de cabinet d'un ministère, c'est presque plus important que le ministre lui-même. Ce sont de très hauts fonctionnaires de l'État. Alors là, le nom de Lucien Rivard est connu partout au Canada. Bien sûr, Raymond Denis va démissionner, mais le tort est énorme pour le Parti libéral au pouvoir de Lester B. Pearson. Malheureusement pour Rivard, Pierre Lamontagne était incorruptible et tout le scandale éclaboussa le gouvernement. Lamontagne avait dénoncé le tout à la Gendarmerie royale du Canada et donné le nom de tous ceux qui avaient fait pression sur lui.
Rivard n'a plus aucun recours. Il est minuit moins une. Nous sommes en mars 1965. Rivard a pourtant encore un tour dans son sac. Il s'évade de prison. Il est rapporté dans les médias que celui qui a sali la réputation du gouvernement fédéral, Lucien Rivard, s'est enfui de la prison de Bordeaux en compagnie d'un dénommé André Durocher. Avec un faux pistolet, ils ont réussi à ligoter les gardiens. Ils se sont emparés de boyaux d'arrosage pour escalader les murs de la prison. Ils se sont emparés d'une carabine qu'ils ont abandonnée à l'extérieur de la prison. Par la suite, ils ont kidnappé un homme momentanément au volant de sa voiture, ont fait quelques rues avec lui avant de l'abandonner. Ne trahissant pas sa réputation de gentleman, Rivard donna 2 $ au monsieur pour, dit-il, pouvoir se payer un taxi et rentrer chez lui. Au gouvernement, c'est le scandale. Une enquête immédiate est activée. Tous les gardiens sont interrogés. Et puis, comble de malheur, le public sympathise avec Rivard et se moque des autorités. Même des gens qui connaissent Rivard vont se réjouir de son évasion. À l'Assemblée nationale du Québec, l'opposition officielle en profite pour ridiculiser le gouvernement Lesage. Rivard, par ses tentatives de corruption et d'évasion, a ébranlé les 2 paliers de gouvernement. Rivard est évadé et autre fait marquant qui va lui donner le nom Arsène Lupin, le Canadien français. Il écrit une lettre au directeur de prison de Bordeaux, Albert Tanguay. Dans cette lettre, Rivard s'excuse sincèrement envers M. Tanguay. Il espère ne pas lui causer de tort. Il lui demande de ne pas punir ses gardiens qui n'y sont pour rien. Il lui explique qu'il n'a que 50 ans et qu'il n'a pas l'intention de terminer sa vie en prison. Il pousse même l'audace en écrivant qu'il est innocent et qu'il ne connaît pas Michel Caron. Cette lettre est rendue publique et la population sympathise avec Rivard. On se moque à qui mieux des autorités et le gouvernement provincial passe un mauvais quart d'heure. On cherche Rivard qui est introuvable. La plus grande chasse à l'homme est lancée. Les autorités surveillent Marie, sa femme. Il s'assoit avec elle au restaurant. Elle les taquine. Elle leur dit « Finissez votre café, je pars dans 5 minutes. » Par contre, la police va finir par repérer le compagnon d'évasion de Rivard, André Durocher. On va l'arrêter et l'interroger de façon très serrée. Il leur dit qu'il est allé en Espagne avec Rivard, ensuite en Floride. Mais les policiers ne recoupent pas ces infos et croient que Rivard est proche. Même la mafia de Cotroni est victime de descente dans ses établissements, car on est à la chasse de Rivard. Fin juin, Rivard est toujours introuvable, mais on est certain qu'il n'est pas loin. Ils vont suivre 2 hommes qu'ils croient en contact avec Rivard, Sébastien Boucher et Fred Cadieux. Et ils miseront juste. Le 15 juillet, ils pistent Cadieux qui fait différents achats d'aliments et de boissons. Il va les amener vers un chic chalet au lac Saint-Louis. On est certain que Rivard se trouve dans ce chalet, mais on n'agit pas tout de suite. Le lendemain, le 16 juillet, 53 hommes sont mobilisés, des gaz lacrymogènes, des chiens, un hélicoptère. On ne veut pas rater cette opération. Rivard doit être arrêté à tout prix. Une incursion rapide au chalet en moins de 2 minutes. Rivard et ses 2 complices n'ont aucunement le temps de réagir.
Rivard est enfin arrêté. Il aura été en cavale 136 jours. Son arrestation fait grand écho au Canada et même dans les médias américains. À la fin de l'année 1965, il est nommé par la presse canadienne la personnalité médiatique de l'année. Mais cette fois-ci, Rivard est fini et Robert Kennedy ne l'a pas oublié. Le Canada retire ses propres accusations pour pouvoir l'extrader aux États-Unis. Le 20 juillet, il est escorté à l'aéroport et il est pris en charge à Plattsburgh par les douaniers. Puis, le lendemain, il arrive à Houston. Un procès rapide de 7 jours. Le jury délibère seulement pendant 3 heures et c'est un verdict de culpabilité. Il est condamné à 20 ans de prison. Rivard est incarcéré à Atlanta. Réputé pour être dur et évidemment, les tensions raciales sont à leur maximum. Dès son arrivée, il va donner une raclée à son compagnon de cellule, ce qui va lui valoir 15 jours au cachot. À la suite de cet incident, Rivard, qui a les moyens financiers, va s'acheter une protection qui va le laisser en sécurité. Lucien Rivard est un prisonnier modèle. Il est responsable de la cantine, fait du sport et s'entraîne plusieurs heures par semaine. Il est considéré comme une vedette. On aime s'asseoir avec Rivard. L'entre-gens et le charme légendaire de Lucien Rivard continuent d'opérer. Il est muté à Lewisburg, en Pennsylvanie, en 1967. Il continue dans sa conduite exemplaire et se liera même d'amitié avec Jimmy Hoffa, le syndicaliste puissant, président des Teamsters. Sa bonne conduite lui vaudra une remise de peine de 5 ans. Puis, en 1974, il devient éligible à une libération conditionnelle. Janvier 1975, Rivard est libéré. Rivard entre dans l'avion qui va le ramener chez lui au Québec, accompagné d'un agent chargé de le conduire à Montréal. À son arrivée à l'aéroport, Rivard est accueilli par une meute de journalistes. Il répond à quelques questions, mais rapidement, il va s'esquiver. Ce fut sa dernière apparition publique. Avec sa femme Marie, il va passer la plupart de l'année aux Bahamas. Tous ceux qui les connaissent disent qu'ils sont adorables avec tous et que leur compagnie est toujours recherchée. Il semble mener une vie aisée et avoir de l'argent. Lucien Rivard va mourir en 2002, à l'âge de 87 ans. Il sera l'une des exceptions à la règle, un caïd qui va mourir de vieillesse. Il n'aura jamais avoué ses crimes, à personne, même ses compagnons de cellule. Cher monsieur, quelques mots pour vous dire qu'il est faux que André Durocher et moi-même ayons volé une somme de 25 $ à l'un de vos gardes. Je n'ai jamais pris un sou à un plus pauvre que moi. J'avais accumulé 460 $ durant mes 8 mois et demi de détention et mon copain Durocher en avait fait autant. Il nous aurait fait plaisir de leur donner 25 $ car ces pauvres diables ont un salaire de famine. Il est aussi faux que nous ayons usé de violence envers eux, leur allumant même des cigarettes avant notre départ, tout en vérifiant que leurs liens n'étaient pas trop serrés. Vous avez toujours été très bons pour tout le monde à Bordeaux. Nous regrettons amèrement tout le trouble que nous donnons à tout le monde.
Vous ne le méritez certes pas, mais je n'y voyais pas d'autre solution. Je vois que je ne puis avoir de justice ici. Je suis innocent. Je n'ai jamais vu ou connu ce fameux Michel Caron, détenu au Texas. Monsieur Tanguay, il n'y a jamais eu d'officier ou de garde qui ont de près ou de loin aidé notre évasion. C'est regrettable, mais je n'ai jamais eu confiance en aucun d'eux, car il est connu qu'ils passent leur temps à se vendre entre eux pour une meilleure position ou un meilleur salaire. Pour résumer, ne punissez pas vos hommes par rapport à nous. Ils ont peut-être manqué par négligence, mais sûrement pas en nous aidant à nous évader. Le fusil, j'espère qu'on vous l'a remis, car nous l'avons laissé tomber dans un parterre, rue Poincaré et Valois, pour nous emparer de la voiture de M. Bourgeois, que nous n'avons pas molesté non plus. Si je suis chanceux, je serai loin lorsque vous recevrez cette lettre. Cette évasion s'est décidée soudainement vers 4 heures de l'après-midi, le 2 mars, sans aucune aide de l'extérieur et de l'intérieur. Espérant que vous me croyez et que cette lettre va vous aider à éclaircir, encore une fois, excusez-nous, vos tout dévoués, A. Durocher, L. Rivard.